Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h sur Public Sénat. Bonsoir à tous, voici les titres de ce jeudi 17 mars. La course contre la montre se poursuit au Japon pour refroidir la centrale de Fukushima. La panique à l'étranger contraste avec le calme des habitants de Tokyo. Résolution musclée attendue ce soir à l'ONU pour stopper Kadhafi, lequel menace déjà de riposter sur les avions et les navires civils en Méditerranée. Selon Claude Guéant, les Français n'ont plus le sentiment parfois d'être chez eux. Indignation à gauche qui accuse le ministre de l'Intérieur de doubler le Front National sur sa droite. Face à face tout à l'heure sur ce plateau, Sandrine Mastier pour le Parti Socialiste et Éric Raoult pour l'UMP. La radioactivité continue de s'échapper de la centrale de Fukushima malgré toutes les tentatives de refroidissement des réacteurs mises en œuvre. Seul recours des ingénieurs confrontés à de terribles conditions de travail. Désormais, le système D. Margot Aubrio. De l'eau à tout prix. Et aujourd'hui, c'est avec l'énergie du désespoir que les soldats du nucléaire tentent de refroidir les réacteurs. Le monde entier a les yeux fixés sur cet hélicoptère qui, pour la première fois, largue plusieurs tonnes d'eau de mer au-dessus de Fukushima. L'objectif, remplir les piscines des réacteurs 3 et 4, aujourd'hui pratiquement vides, pour tenter d'éviter de trop fortes émanations radioactives dans l'atmosphère. Et c'est au péril de leur vie que les pilotes de l'armée de l'air japonaise ont décollé. Hier, ils ont dû faire demi-tour à cause d'une radioactivité trop forte. Aujourd'hui, ils volent beaucoup plus haut pour mieux se protéger. Leurs efforts pourraient pourtant être vains. À chaque passage, un hélicoptère ne largue que 7 mètres cubes d'eau. Il en faudrait 1000 pour remplir une piscine. De l'eau par tous les moyens, par le ciel, mais aussi par le sol. Alors les camions-citernes et les canons à eau ont pris le relais. Pendant ce temps, l'armée américaine recueille les moindres détails du désastre des entrailles de Fukushima. Rien n'échappe à l'œil du drone dépêché sur le site. Avions ou canons à eau, tous les moyens sont bons, même les plus dérisoires. Mais demain, un élément pourrait tout changer, le rétablissement de l'alimentation électrique de la centrale. Il permettrait peut-être de remettre enfin en marche le système de refroidissement des réacteurs. La situation reste donc des plus préoccupantes, même si les autorités japonaises se contentent toujours d'une zone de sécurité de 30 km autour de la centrale. La CRIRAD, organisme indépendant créé en France au lendemain de l'accident de Tchernobyl, annonce pour sa part des mesures inquiétantes à Tokyo. Le niveau de radioactivité de l'air dans la capitale japonaise a fortement augmenté à plusieurs reprises ces derniers jours. Nicolas Sarkozy se dit prêt à se rendre au Japon à la fin du mois. Il sera alors en Chine pour manifester, dit-il, la solidarité de la France et du G8, G20. L'urgence pour la Libye doit se traduire ce soir à l'ONU par l'adoption d'une résolution de poids, dit-on, du côté français. L'Occident divisé cherche toujours le moyen de contrer la contre-offensive sanglante du colonel Kadhafi. Lola Sorrenti. Ce soir, tous les regards sont tournés vers le Conseil de sécurité de l'ONU qui envisage de recourir à toutes les mesures nécessaires pour protéger les civils libyens. Mais l'idée d'une force d'occupation sur place est totalement exclue. Aujourd'hui, Alain Juppé s'est rendu à New York pour presser l'ONU d'agir. Le ministre des Affaires étrangères exige un cessez-le-feu immédiat et la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne. La France prévoit même d'aller jusqu'à des bombardements ciblés. La Chine et la Russie sont réticentes à toute intervention, au contraire des États-Unis. Le temps presse. Sur le terrain, un mois après le début de la révolte, les forces de Kadhafi continuent de foncer vers l'est du pays. Ce soir, ils sont aux portes de Benghazi, à 150 km au sud. L'armée libyenne a fait savoir qu'elle suspendra ses opérations dimanche pour que les rebelles puissent se rendre. Si ce soir l'ONU vote le projet de résolution, une action militaire pourrait être engagée dans les heures qui suivent. Et Kadhafi annonce qu'il va s'adresser ce soir à Benghazi, aux insurgés de Benghazi qui tiennent encore pour quelques heures peut-être leur fief. Les États-Unis, en tous les cas, redoutent que le colonel renoue avec le terrorisme s'il l'emporte définitivement sur le terrain. Mais Tripoli, je vous le disais tout à l'heure dans les titres, menace déjà de riposter sur les avions et les navires militaires et civils en Méditerranée. Autre contre-coup des révoltes arabes au Bahreïn. La répression sanglante se poursuit. Les forces de l'ordre ont tiré sur les manifestants. Tout a basculé il y a quelques jours avec l'entrée en action dans le petit archipel des troupes des pays du Golfe qui ont donc
mater les opposants chiites au régime. L'ONU dénonce aujourd'hui la prise d'assaut des hôpitaux par les forces de l'ordre. Et selon des défenseurs des droits de l'homme, les médecins qui tentent de venir en aide aux blessés dans les rues sont frappés par les policiers. Airbus, mis en examen dans l'enquête du vol Rio-Paris qui avait fait 228 morts en 2009. Air France, qui est également convoqué par la justice, pourrait l'être, et également de nouvelles opérations de recherche en mer de l'épave de l'avion doivent être lancées dans quelques jours. Deuxième nuit de couvre-feu ce soir à Asnières et Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine pour les mineurs non accompagnés. Décision qui fait suite à la mort d'un adolescent et des violences répétées avant de nouvelles initiatives du gouvernement pour réformer la justice des mineurs. Julie Trassard. Un mineur délinquant doit-il être considéré comme un adulte face à la loi? La question se pose de nouveau après les événements survenus ces jours derniers dans les Hauts-de-Seine. Ce week-end, la réalité nous explose à la figure. Oui, en France, vous avez des individus âgés de 14 ans à 17 ans qui peuvent tuer. Et au jour d'aujourd'hui, avec les textes tels que nous les avons, la justice, la police, la sécurité est désarmée. Ces mineurs, s'ils sont âgés d'au moins 16 ans et qu'ils sont récidivistes, pourraient bientôt être jugés par un tribunal correctionnel et non plus par un tribunal pour enfants. C'est ce que propose le garde des Sceaux Michel Mercier dans son projet de réforme de la justice des mineurs. Cette mesure aurait pour effet un jugement plus rapide et moins clément. Mais ce projet est présenté alors que le Conseil constitutionnel vient de rappeler qu'une juridiction spécialisée pour les mineurs est un principe fondamental de la République. La plupart des syndicats de magistrats ont d'ailleurs réclamé l'abandon du projet de loi. Dans une période où on admet que finalement socialement l'adolescence se prolonge beaucoup, qu'il est tout à fait courant qu'un jeune soit encore à la charge de ses parents dans certains milieux jusqu'à l'âge de 25 ans, on considère par contre que dans certains quartiers et dans certaines zones, les jeunes de 16 ans seraient déjà responsables comme des majeurs. Ça nous paraît absolument injuste, inique et stigmatisant. Les plus critiques soulignent qu'en Allemagne, c'est l'inverse qui se produit. Le régime juridique des mineurs peut s'appliquer aux jeunes adultes jusqu'à 21 ans. Tout de suite, nos deux premiers invités pour faire le point sur le désastre nucléaire. Avec nous, Philippe Jamet, bonsoir. Vous êtes commissaire de l'autorité de sûreté nucléaire. Avec nous également, Yuko Takahata, bonsoir. Vous êtes journaliste japonaise. D'abord, dites-nous, expliquez-nous le grand calme des Japonais, particulièrement à Tokyo encore ce soir. Oui, vous avez constaté avec ce séisme et tsunami comment la population japonaise a montré ce calme, cette maîtrise de soi. Ce sang-froid, oui. Ce sang-froid, qui perdure apparemment. Ça fait partie de la culture, mais il y a aussi un point, c'est qu'il y a un manque d'information. Dès le début, on a eu un très très grand choc avec les dégâts, mais les autorités japonaises, et surtout la compagnie TEPCO, n'a pas donné suffisamment d'informations et donc on disait toujours... Cela ne fait pas de sentiment de révolte. On a l'impression que la population attend néanmoins les instructions et croit ce qu'on leur dit. Voilà. Alors, face à ce manque et cette opacité, certains ONG qui travaillaient sur les informations nucléaires et puis des citoyens et des scientifiques, c'est une minorité, mais ont commencé à réagir. Ils ont réagi très vite et dès samedi 12, il y a donc un centre d'information nucléaire, donc c'est une ONG qui ont donné une conférence de presse journalière, même à partir de 13 envers les journalistes étrangers avec la traduction en anglais et avec un ancien ingénieur de constructeur Toshiba, qui explique vraiment ce qui se passe. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Quel est leur point de la situation? Est-ce qu'ils sont alarmistes pour la population? Alors, vous savez, les Japonais, ils veulent pas provoquer la panique non plus, mais cet ingénieur dit que on ne donne pas d'informations correctes pour que les gens puissent comprendre ce qui se passe.
donc lui, il explique, il dit que la situation est vraiment très très critique parce que tout ce qui a été prévu pour les accidents n'ont pas fonctionné. Donc il explique que tout ce qu'on fait, c'est vraiment au-delà de ce qui a été prévu. Oui. Donc tout est après, on court après les problèmes. Oui, donc, voilà. sans les résoudre. Hein. Oui, alors, Philippe Jamet, est-ce que c'est votre sentiment? On a beaucoup dit effectivement que la situation était devenue ingérable, incontrôlable, alors qu'on nous évoque des motifs d'espérance avec les tentatives peut-être désespérées de refroidir la centrale. Quelle est votre analyse? Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on a perdu, avec ce séisme et ce tsunami, à la fois l'électricité et la source froide. En gros, pour faire fonctionner un réacteur, et en particulier ces systèmes de sûreté, on a besoin de refroidissement. Et donc on va pomper dans la mer de l'eau qui sert d'eau froide et qui d'ailleurs n'est pas du tout contaminée, mais qu'on rejette. On a perdu d'une part l'électricité qui fait marcher les pompes, et d'autre part, on a perdu apparemment le bâtiment ou les pompes elles-mêmes qui permettaient d'amener cette eau de mer. On a perdu l'essentiel, parce que sans refroidissement, absolument. on s'expose à la pire des catastrophes. Donc. Absolument. Donc tout à fait. On a perdu deux éléments essentiels, et c'est vrai que les autorités de sûreté n'avaient pas imaginé, et les concepteurs évidemment, qu'on puisse à la fois perdre ces deux moyens. Ça a été une très très grande surprise et une espèce de consternation. Et il est vrai également qu'aujourd'hui, la priorité, c'est de refroidir. Et pour refroidir, il faut de l'eau. Et l'exploitant et l'autorité de sûreté japonaise essayent par tous les moyens d'imaginer... Mais vous, votre analyse, est-ce que ce sont des efforts qui sont vains ou qui peuvent effectivement refroidir la centrale? Non, je crois que tout ce qui peut être essayé doit l'être. Et en particulier... Non, mais est-ce que ça peut être efficace? On le souhaite. Très franchement, on le souhaite. Si on avait une solution miracle, bien évidemment, nous sommes en contact avec nos homologues japonais. Si on imaginait une solution miracle, bien évidemment, on leur donnerait. Aujourd'hui, clairement, on n'en a pas. Et c'est vrai que le rétablissement d'une ligne électrique est peut-être un facteur d'espoir. Oui. Ce qui est malheureusement vrai aussi, là où il faut être prudent, c'est que l'électricité permettra normalement de faire fonctionner les pompes qui aujourd'hui ne fonctionnent pas et qui permettraient d'apporter le refroidissement. Il faut être prudent sur le fait qu'il suffira de brancher l'électricité parce que ces pompes ont D'accord. vu... En tout état de cause, aujourd'hui, la radioactivité continue de s'échapper. Et les autorités japonaises, que notre consoeur japonaise ici épingle pour son opacité et ses mensonges dans le passé, n'a maintenu qu'un périmètre de sécurité extrêmement réduit autour de Fukushima. 30 km, ça vous paraît irresponsable? Alors, on a l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire qui est l'appui technique de l'autorité de sûreté nucléaire avec les éléments dont elle dispose et aussi en particulier un certain nombre de mesures sur le terrain, a fait un certain nombre de modélisations pour vérifier si... Et ça paraît raisonnable. Aujourd'hui. Mais parce que, par exemple, il y a, Yuki Takahata, en France aussi, des ONG indépendantes, des organismes indépendants comme la CRIRAD qui dit avoir relevé, avec d'autres associations sur place, bien sûr, des taux de radioactivité très élevés dans la capitale. Voilà, justement. Alors, ça, c'est à Tokyo même, c'est de temps en temps seulement. Mais ce que les journalistes indépendants ont fait, c'est qu'ils sont partis. Comme les autorités ne donnaient pas assez de données concrètes, quelques journalistes sont partis dès le 13, dès le 12, et puis ils ont donc commencé à mesurer le 13 quelques jours avant, et puis ils continuent maintenant à certains endroits, ils donnent des relevés, et puis ils le mettent sur Internet. Donc la conclusion, donc la radioactivité semble quand même augmenter, et donc ils donnent c'est-à-dire que augmenter dans les périmètres plus près. Mais par rapport à l'évolution de ce qui va se passer maintenant, ça ne peut pas... parce qu'on attend des scénarios quand même assez graves. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, ces citoyens, enfin ces ONG, donnent des données pour que des gens puissent réagir. C'est-à-dire que peut-être que les enfants, on se dit que vous avez parlé de la culture de votre peuple, discipliné. Est-ce qu'il serait facile d'organiser l'évacuation de Tokyo, à votre connaissance? Alors, à ma connaissance, et
avoir vu donc comment ils réagissent à des catastrophes, je pense que si on a une bonne commandement, une évacuation efficace et pas trop de panique serait possible. Alors ce qui se passe, c'est qu'avec ces informations qu'ils trouvent sur Internet, alors il y a quelque chose de proche avec ce qui s'est passé dans les pays arabes, c'est-à-dire qu'Internet a joué quand même un rôle assez important pour informer des citoyens. Et donc là, il y a des gens qui commencent à envoyer des enfants un peu plus loin, quoi. D'accord, il y a des échanges peut-être. Et il y a aussi des gens qui essayent d'aider les autres et les volontaires. Une solidarité se met en place grâce à Internet. Philippe Jamet, quel est le danger de ce nuage au-delà du périmètre que l'on vient d'indiquer, puisqu'on a dit qu'il allait même pouvoir atteindre les côtes américaines, le Canada, voire même l'Europe. C'est ce qu'a dit la ministre de l'écologie hier, Nathalie Kosciusko-Morizet. Il y a une très grande marge entre le fait de pouvoir détecter de la radioactivité et avoir des conséquences sanitaires en termes de radioactivité. Il est tout à fait exact qu'aujourd'hui à Tokyo, par moment, on peut mesurer une augmentation de la radioactivité. On est extrêmement loin des seuils qui ferait qu'il faudrait prendre des mesures au niveau de Tokyo. C'est un peu plus loin que le 30 km, on commence c'est-à-dire que la préfecture de Ibaraki, des endroits comme ça. Donc, dernière question, Yuki Takahata, parce qu'on n'oublie pas les conséquences terribles du séisme, des inondations, du tsunami. On n'oublie pas que le pays que vous connaissez, que vous aimez, qui est le vôtre, est totalement dévasté et que d'autres réfugiés partout dans le pays, enfin dans le nord-est particulièrement, sont laissés sans secours. Vous avez des informations particulières. Comment est-ce que vous voyez, vous, demain, votre pays renaître ? Ce que je constate, c'est qu'il y a déjà des gens qui sont dans les régions qui ne sont pas sinistrées, malgré le danger nucléaire, qui s'organisent pour les secours. Il y a des commentateurs sur les blogs qui proposent que chacun donne. Il y a un très grand sens de solidarité et donc je pense que les Japonais sont capables de rebondir de toute façon, mais la responsabilité des autorités et surtout ces compagnies doivent être poursuivies vraiment par tous les moyens. Et bon, mais pour l'instant, c'est ce que vous-même vous essayez de mener comme combat de Paris, sur votre blog. Voilà. Et ces centrales ont été installées aussi avec l'aide de la France. Donc je crois que ce n'est pas seulement le problème des Japonais. Je crois que c'est un moment que dans le monde entier on commence à réfléchir. Qu'on réfléchisse. Oui, quelle société on veut. D'accord. Voilà, c'est vrai qu'il y aura un avant et un après Fukushima, c'est évident. Merci à tous les deux. Et puis les Japonais, je pense qu'ils vont, à partir de cet incident-là, ils vont réfléchir sur cette question-là. Bien sûr, et on sera là pour réfléchir ensemble. Merci beaucoup. La suite du journal avec nos deux autres invités qui nous rejoignent, Sandrine Mastier, donc du Parti Socialiste, et Éric Raoult de l'UMP, pour réagir à cette petite phrase de Claude Guéant sur Europe 1. Ce matin, le ministre de l'Intérieur a affirmé que les Français ont parfois le sentiment de ne plus être chez eux. Jérôme Rabier. Le débat sur la laïcité prend de plus en plus la forme d'un débat sur l'islam en France. Hier soir, le ministre de l'Intérieur recevait les représentants du Conseil français du culte musulman pour les rassurer sur d'éventuels dérapages. Mais dès ce matin, une phrase relance la polémique. Les Français, à force d'immigration incontrôlée, ont parfois le sentiment de ne plus être chez eux, ou bien ils ont le sentiment de voir des pratiques, et je reviens à notre conversation d'il y a un instant, qui s'imposent à eux et qui ne correspondent pas aux règles de notre vie sociale. Marine Le Pen se réjouit que Claude Guéant soit enfin touché par la grâce et déclare qu'il pourrait être adhérent d'honneur du Front National. Le Parti Socialiste réagit, lui, par l'intermédiaire de sa première secrétaire. Avoir les propos qu'a M. Guéant à 3 jours d'un premier tour et nous faire pleurer de larmes de crocodile en nous disant que le Front National augmente, c'est vraiment se moquer des valeurs de la République. Cet après-midi, le Conseil français du culte musulman annonce qu'il ne participera pas à ce débat sur la laïcité. Selon lui, il stigmatise les musulmans. À titre individuel, le représentant de la mosquée de Paris au CFCM a déchiré la semaine dernière sa carte de membre de l'UMP. Aujourd'hui, il lance un appel aux musulmans français. En tant que militant
en tant que Français qui veut participer à la vie politique de ce pays, nous allons faire notre travail pour appeler ces musulmans à être solidaires et à voter aussi. Et par leur carte électorale, c'est une arme pour dire voilà, nous aussi on s'exprime et on va dire ce qu'on pense. À seulement 3 jours des cantonales, le débat sur la laïcité devient une véritable arme politique et sa tenue le 5 avril prochain devrait raviver les clivages sur cette question. Avec nous donc Sandrine Mastier, secrétaire nationale du PS à l'immigration, bonsoir. Bonsoir. Éric Raoult, député maire UMP du Rincy en Seine-Saint-Denis. Où était donc Martine Aubry aujourd'hui? Et vous êtes membre fondateur de la droite populaire, Éric Raoult. À Clichy-sous-Bois. À Clichy-sous-Bois. Elle y est passée oui. 1 heure. Moi, j'en suis l'élu. D'accord. Elle a dit d'ailleurs en passant, là en Seine-Saint-Denis, c'est là la France que nous aimons. Elle a mis en avant toutes les mixités. Là, vous pourriez dire la même chose? Très franchement, quand on connaît Clichy-sous-Bois, quand on se souvient de ce qui s'est passé, heureusement qu'aujourd'hui on a changé Clichy-sous-Bois, parce que si c'est l'appartement témoin de ce que souhaite Sandrine Mastier, si demain ils sont majoritaires, c'est pas véritablement ce que l'on souhaite pour notre pays. Sandrine Mastier, que répondez-vous à Claude Guéant et à Éric Raoult? À Claude Guéant, que Marine Le Pen a immédiatement enregistré ses propos comme un ralliement et comme une validation de ce que le Front National dit. Et donc c'est parfaitement irresponsable de la part d'un ministre de l'Intérieur. Est-ce contraire aux valeurs de la France, pour vous, ce qu'il a dit? Ah, absolument. Moi, je pense que quand un ministre de l'Intérieur, qui est par ailleurs ministre des cultes, ne l'oublions pas, qui par ailleurs a été le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, puis du candidat au présidentiel, puis du président de la République, s'exprime dans ces termes, ce n'est pas seulement en son nom propre qu'il s'exprime, mais quasiment à la place du président de la République. Et c'est d'autant plus choquant parce que un certain nombre de nos concitoyens sont de confession musulmane et qu'ils se sentent heurtés par ces propos. Non, les propos que l'on a... J'ai vu ce qui se passe actuellement au Japon, où il faut rafraîchir le cœur nucléaire. Il faudrait rafraîchir aussi un tout petit peu la gauche actuellement. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de police de la pensée. Le ministre de l'Intérieur, on ne pourra pas faire croire que Claude Guéant rime avec imprudent. C'est un haut fonctionnaire, c'est un grand serviteur de la République. Et la particularité, Sandrine Mastier, mais vous l'entendez, vous n'êtes pas élu hors sol, vous êtes dans un arrondissement populaire. Les remarques qu'il peut faire sont celles que les gens disent. Et donc en fonction de ça... Dites-moi ce que me disent les gens. Les gens, ils vous disent qu'en l'occurrence, ils respectent les étrangers, qu'on est un grand pays accueillant. Avec un gouvernement comme ça, vous voulez que je vous dise la honte que tous les Français ont ressenti au terme d'un été où des circulaires illégales et discriminatoires ont été édictées. On mélange la phrase du ministre de l'Intérieur. Et de la vision qu'elle se fait d'elle-même. Une république qui a des choses à défendre, non seulement dans ses frontières, mais au regard du monde et en Claude Guéant s'est exprimé également il y a quelques jours dans Le Monde. Les Français ont honte de ce gouvernement et ont honte qu'un ministre de la République s'exprime dans ces termes. Mais vous me parlez de ce que me disent les gens. Mais moi, je vais vous le dire, ce qu'ils me disent les gens. Ils ont honte. Ils n'en peuvent plus de ce gouvernement. Ils n'en peuvent plus qu'on les oppose les uns aux autres. Ils n'en peuvent plus qu'on ne traite pas les vrais problèmes et les vrais sujets de préoccupation qui sont les leurs, comme l'emploi, comme le logement, comme la santé. Si vous parlez tout le temps, je ne peux pas m'exprimer. Allez-y. Le ministre de l'Intérieur a eu des propos mesurés. Il a dit qu'en l'occurrence, je le cite, parce qu'il ne faut pas casser trois pattes à un canard. On les a rediffusés. Voilà. Ont le sentiment de ne plus être chez eux. Venez à Clichy-sous-Bois, sur le marché, le mercredi. Pas comme Martine Aubry pour un déjeuner de candidats socialistes. Ils ont l'impression parfois que, en l'occurrence, c'est vrai que les quartiers populaires d'avant sont devenus des lieux différents. Est-ce que ça n'est pas suicidaire pour l'UMP à 3 jours des élections cantonales, sachant que la première à se réjouir, ça a été effectivement, on l'a vu, Marine Le Pen. Mais Michel Grossior, elle est contente quand ça va mal. Et les socialistes ont parti lié avec elle. C'est-à-dire qu'en fonction de ça, je crois qu'il y a une sorte de renvoi d'ascenseur, de renvoi de balle. Si il y a des triangulaires, si la droite est éliminée du 2e tour, eh bien qu'est-ce qui se passera? Les grands vainqueurs, ça sera
bien évidemment le Parti socialiste. Donc tout n'est pas qu'en termes... Qu'est-ce que vous faites, vous, en cas d'un second tour entre le Parti socialiste ni et le Front Front National? Ni Front National, ni Front républicain. Nous, on est contents quand ça va mieux. Eux, ils sont contents quand ça va mal, je parle du Front National, et quelque part, il y a des points communs entre le parti de Madame Le Pen et puis la nébuleuse socialiste, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, ce qui se passe actuellement, comme par hasard, ça se passe à quelques heures de cette élection. Alors je ne dis pas qu'ils se sont joints au téléphone, mais il y a parfois des intérêts vous parlez communs. de Marine Le Pen et Claude Guéant? Écoutez, je comprends plus, là. non, pas de Marine Le Pen et de Claude Guéant. Je parle qu'il y a un renvoi de balles. Ça se passe un peu comme au tennis. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, ceux qui sont au pouvoir, qu'il faut gêner, c'est bien évidemment la droite républicaine. Nous disons honnêtement et clairement qu'il y a un problème d'insécurité. On le vit au quotidien, je suis même persuadé. Mais là, c'est le problème du vivre ensemble qui est évoqué. Le vivre ensemble, de dire qu'il y a un certain nombre de quartiers qui sont partis à la dérive, c'est pas anti-républicain de le dire. Le ministre de l'Intérieur, il a un constat de vécu. C'est parce qu'a dit quelqu'un qui est en charge de la sécurité des Français depuis 2002. Le ministre de l'Intérieur, Monsieur Guéant, il était directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy. Tout à fait. Depuis 2002, le bilan sur la sécurité, qui est un vrai sujet. C'est le vôtre, c'est celui de Monsieur Guéant et c'est celui de Monsieur Sarkozy. Tout le monde dénonce les ghettos urbains, la droite, la gauche. Absolument. On est d'accord. Est-ce que vous également vous pouvez dénoncer certains ghettos ethniques dans certains quartiers? Mais c'est pas le problème n'est pas de dénoncer. C'est ce qu'a voulu dire manifestement le ministre de l'Intérieur. Là-dessus, qu'est-ce que vous dites? Certainement pas. Le ministre de l'Intérieur, vous avez diffusé tout à l'heure ce qu'il a dit. Il a parlé de flux migratoires incontrôlés. Voilà. Mais c'est vrai ou pas, ça? Comme si, vous occupez des sans-papiers, Sandrine Mastier. Comme si, entre parenthèses, depuis 2002, cette même personne n'est pas en responsabilité, en particulier la question migratoire. Donc il faudrait savoir si la politique migratoire théorisée par Monsieur Guéant pour Nicolas Sarkozy réussit ou échoue. Manifestement, d'après Monsieur Guéant lui-même, elle échoue. Ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, c'est un aveu d'échec de la politique migratoire? Non. C'est que vous savez la réalité des choses. Je connais Sandrine Mastier, j'ai l'occasion de la côtoyer et tout. C'est une nana extraordinaire. Pourquoi? Parce que quand elle voit quelqu'un qui est là sans papier, on a tous envie de l'aider. Vous croyez que d'un côté, il y a les sans-papiers et de l'autre côté, les sans-pitié? Venez dans une de mes permanences. Vous verrez qu'on essaie de faire le maximum pour régler les dossiers. Eh oui, mais il y a une grande différence entre elle et moi. C'est qu'après, moi, je les gère pour une place de crèche, pour une place d'école, pour un logement, pour un travail. Elle, peut-être un peu moins, quoiqu'elle doit le faire également. Oui, il y a des problèmes actuellement de vivre ensemble dans un certain nombre de quartiers. Mais les quartiers bobos du 12e arrondissement et la Seine-Saint-Denis, c'est un peu différent. Comme d'habitude, on mélange tout. Voilà. Donc si on parle de ghetto et de lutte contre la relégation, de lutte contre les discriminations face à l'emploi, qui frappent très spécifiquement toute la jeunesse, de ces quartiers. Si on parle de mots qui blessent des Français, qui blessent des personnes qui sont amenées à le devenir, là, on parle de rupture de ce qu'est le contrat républicain. Voilà. Et vous n'arrêtez pas de blesser, au lieu de reconnaître qu'il y a aujourd'hui dans ce pays vraiment des atouts formidables. La Seine-Saint-Denis, c'est un département plus jeune que la moyenne des départements français. L'espoir de ce pays, il réside aussi dans la jeunesse de ce pays. Il y a 5 parlementaires UMP, il n'y a pas que des Vous l'avez défendu ici même sur ce plateau, Eric, la mixité. Comme une classe dangereuse, vous feriez mieux de traiter le problème de l'emploi des jeunes. On peut être en droit quand on est ministre de l'Intérieur, et ça a toujours été un peu le cas, à droite comme à gauche. Quand Jean-Pierre Chevènement parlait des sauvageons, il exprimait aussi des mots qu'on n'avait jamais utilisés. Le ministre de l'Intérieur, il doit pouvoir dire sans avoir à se taire un certain nombre de réalités. Il n'a pas parlé de religion, il a parlé simplement, de se sentir chez soi.
et d'autre part d'essayer de voir le moyen du mode de vie et de vivre ensemble. Ne faisons pas du terrorisme intellectuel sans explosifs. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut essayer de s'écouter, et même avec le ministre de l'Intérieur, aujourd'hui, secrétaire général de l'Élysée il y a encore peu de temps, et vous le savez aussi, lorsqu'il y avait des problèmes difficiles, eh bien, il recevait beaucoup d'élus socialistes. Merci à tous les deux d'avoir accepté cette rencontre sur ces propos donc, dont on va encore, je pense, beaucoup parler, ceux de Claude Guéant. Ce matin, sur Europe 1, alors qu'il y a quelques jours, il avait affirmé dans Le Monde que le Front National n'était pas la boussole du gouvernement. Je ne relance pas le débat. Merci à tous les deux. C'est la vérité. Sonia Mabrouk à 22h pour le prochain journal sur Public Sénat. Tout de suite sur LCP, Assemblée Nationale. Pile et face. Bonsoir à tous. Devoir vis-à-vis des Français et vis-à-vis de la France, c'est de faire évoluer notre système de retraite. Ce qui se passe dans la rue, plus ce que nous sommes capables de faire nous-mêmes, ça peut encore amener le gouvernement à réfléchir. C'est donc une détermination de ce mouvement qui se confirme. Notre devoir, c'est d'agir dans l'intérêt général. Quand les salariés ne travaillent pas, l'économie ne tourne pas. Pour l'adoption 177, contre 151, le Sénat a adopté. Retour sur la réforme des retraites, ce soir à 22h30 sur Public Sénat. De Bruxelles à Strasbourg, Europe Hebdo invite à voir au-delà de nos frontières, une Europe dans tous ses états. Débats, reportages, décryptages. Chaque semaine, des personnalités européennes analysent et démêlent les fils de l'actualité européenne et tissent un trait d'union entre l'Europe et ses citoyens. Europe Hebdo, c'est ce soir à 20h sur les chaînes parlementaires.